fois passée, je vous avais demandé de faire cette question-ci. Je vais juste vérifier quelque chose parce que je viens de recevoir un courriel. OK. Madame, je vais être honnête. Oui. Je pense que c'est pas vrai, Lisa l'a écouté. Let's go! Puis je sais qu'elle a écouté parce qu'elle m'a posé des questions là-dessus. Donc, félicitations, c'était la seule. J'apprécie ton enthousiasme et le fait que tu es dédié au cours de chimie, malgré le fait que c'est juste avant les vacances. Donc, Nicolas, je suis désolée, mais comme. Non, OK. Tu devrais être honnête en disant je vais être honnête, j'ai pas écouté la vidéo. Tu peux pas généraliser et dire que tout le monde n'a pas écouté la vidéo, right? Mais non, je sais que c'est pas pertinent en cours, mais c'est vrai. Hier, M. Célineau m'a arrêté dans le stationnement pour dire là, Marie-Laure, ça n'a pas d'allure, les élèves n'arrêtent pas de se plaindre qu'on fait les tests en même temps. Ce qui n'est pas vrai, right? Si vous avez un test de maths aujourd'hui, vous n'avez pas de test de chimie. OK, donc déjà, arrêtez de dire ça. Puis il dit vous n'arrêtez pas d'utiliser ces périodes à lui pour étudier la chimie, puis naturellement, en ce moment, vous étudiez mes périodes pour étudier les maths. Peut-être ce serait bien d'étudier quotidiennement, puis pas juste avoir un test, right? Même si on étudie quotidiennement, ça OK, fine. Anyways, vous allez vous retrouver à l'université à avoir comme 2 midterms, un le matin, ou 2 finals, un le matin, un l'après-midi, puis un le lendemain, puis un le jour d'après, right? C'est-à-dire que ça fait partie des réalités auxquelles vous allez devoir faire face. OK, donc on revient ici, puis je suis désolée pour tous ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, ça se fait que vous soyez un petit peu perdus par rapport au constant d'équilibre, mais malheureusement, il faut qu'on avance. Puis je vous suggère d'aller écouter la vidéo pendant les vacances, vous avez 2 semaines. OK? Donc ici, la question que je vous avais demandé, c'est, je vous dis qu'on est à l'équilibre à 295 Kelvin, donc K, c'est pour la température. La raison pourquoi on vous donne la température, c'est parce que l'équilibre d'une réaction qui est à l'équilibre, donc cette constante d'équilibre dépend de la température. Si tu changes la température, tu vas changer la position de l'équilibre, ce qui va changer la constante d'équilibre. Donc, pour l'instant, la température, on ne l'utilise pas pour un calcul, mais c'est juste pour montrer à quel point la température est importante pour une constante d'équilibre spécifique. On te dit qu'à cette température, la pression partielle des 2 gaz qui sont impliqués dans cette réaction, donc ici, les 2 produits formés, vont être de 26,85 kPa. La première chose qu'on vous demande de faire, c'est de calculer la constante d'équilibre à partir des pressions partielles. Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, pour calculer la constante d'équilibre, on peut juste calculer les concentrations des réactifs et des produits qui sont en solution aqueuse ou des réactifs et des produits qui ont une pression partielle, donc qui sont des gaz. C'est-à-dire qu'ici, le solide ne va pas être inclus dans l'équation ou le calcul de la constante d'équilibre. Donc, ici, on vous dit que la pression partielle de ton ammoniac et de ton sulfure d'hydrogène va être de 26,85 kPa. Donc, la constante d'équilibre qui utilise la pression, Kp, va être égale à, c'est difficile d'écrire, la pression partielle de nos deux produits de notre réaction, multipliée l'un avec l'autre, avec comme exposant 1 pour chacun, parce que les coefficients dans ton équation chimique équilibrée, c'est 1. Ça ne va pas être divisé par la pression des réactifs, parce qu'ici, le réactif n'est pas un gaz ou une solution aqueuse, donc on ne peut pas le mettre dans le calcul de la constante d'équilibre. Ça veut dire qu'ici, ça va être 26,85. Puis je peux me simplifier la vie puis dire exposant 2 parce que 26,85 fois 26,85, c'est 26,85 exposant 2. Oups. Exposant 2. Ce qui va nous donner 720,9 comme valeur de constante d'équilibre à 295 Kelvin. Donc, ça, c'est une valeur qui n'a pas d'unité parce que les constantes d'équilibre n'ont pas d'unité. Maintenant, quand tu as des gaz, tu peux exprimer la constante d'équilibre avec les pressions, mais tu peux aussi exprimer la constante d'équilibre avec les concentrations qui vous donnent une constante d'équilibre qu'on dit Kc. Comme on a vu dans la leçon 1, pour ceux qui l'ont écouté, Kp et Kc n'ont pas la même valeur. Mais on peut par contre convertir Kp en Kc à l'aide d'une formule qui dit que Kp va être égal à Kc fois 8,314
fois la température en Kelvin fois ou exposant le nombre de moles qui varie de ce gaz-là. Maintenant, delta N, comment est-ce qu'on l'obtient? Il faut regarder ton équation chimique. Tu vois qu'au début de ta réaction, tu n'as aucun gaz, donc 0 mol de gaz. À la fin de ta réaction, tu as 1 mol d'ammoniac et 1 mol de sulfure d'hydrogène qui sont à l'état gazeux. Ça veut dire que ton delta N, c'est le nombre de moles final moins le nombre de moles de gaz initial. Donc, si ce n'est pas de produit ou de réactif, c'est de gaz spécifiquement. Donc, 0. Ce qui veut dire que le delta N va être exposant 2. Donc, ici, on peut isoler Kc en disant que c'est Kp divisé par 8,314 fois la température en Kelvin, 295, exposant 2. Puis peut-être au lieu de mettre Kp, je vais juste mettre la valeur que l'on a calculée initialement avec les pressions partielles, 720,9. Donc, si je fais ce calcul, 720,9 divisé par 8,314 fois 295 exposant 2, qui nous donne 0,0001198 comme constante de concentration pour cette réaction, d'équilibre de concentration pour cette réaction. Donc, remarquez que quand tu as des gaz, tu peux exprimer la constante d'équilibre avec les pressions partielles ou avec la concentration, mais que la constante d'équilibre, dépendant de qu'est-ce que tu regardes, la concentration ou la pression, va te donner une valeur qui est différente. Les deux n'ont pas d'unité parce que les constantes d'équilibre n'ont pas d'unité. Puis ici, on a 4. On va considérer que la température, c'est comme une valeur qui est spécifique. OK. Maintenant, puisque la réaction les réactions à l'équilibre peuvent évoluer dans les deux directions, parce qu'elle est à l'équilibre, parce que les réactifs vont en partie réagir pour former une certaine quantité de produit, mais la réaction inverse se produit aussi en même temps. C'est ça qui maintient cet équilibre. Donc, tu rajoutes des réactifs, la réaction va réagir pour atteindre l'équilibre, mais ça veut dire que la réaction inverse existe aussi. Donc, c'est un état qui est dynamique et donc, tu peux évaluer la réaction dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que si on regarde notre réaction que l'on avait donnée en exemple dans la première leçon, qui est la transformation du tétraoxyde de diazote en dioxyde d'azote, la constante de concentration peut être exprimée à l'aide de cette formule. Donc, la concentration de dioxyde d'azote, qui est ton produit, exposant 2, c'est exposant 2 parce que le coefficient est de 2, divisé par la concentration du réactif, ici exposant 1. Si on prend la réaction et on regarde la réaction inverse, donc si on prend les produits puis on fait que ça devienne des réactifs, on a maintenant la réaction suivante, où tu as maintenant le dioxyde d'azote qui est le réactif et le tétraoxyde de diazote qui est le produit. Ça fait en sorte que la constante d'équilibre inverse, c'est la concentration de ton produit, donc le tétraoxyde de diazote exposant 1 parce que le coefficient est de 1, divisé par la concentration de ton réactif ici, qui est le dioxyde d'azote, exposant 2. Ça veut dire que la constante d'équilibre dépend aussi du sens dans lequel l'équation chimique est écrite ou écrite. La constante d'équilibre de cette réaction-ci va être égale à l'inverse de la constante d'équilibre de l'autre réaction. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as une constante d'équilibre pour la réaction qui est écrite dans cette direction-là que ça va être la même constante d'équilibre dans l'autre direction. Les deux vont avoir des valeurs qui vont être différentes parce que le calcul de la constante d'équilibre dépend de la façon que tu as écrit ton équation chimique. Donc, quels sont les produits ou les réactifs, puis quels sont les produits. Ça peut même aller plus loin que ça. Si on regarde aussi le rôle des coefficients dans le calcul de la constante d'équilibre, on a vu dans la dernière unité qu'on peut écrire les réactions, les équations chimiques équilibrées en se servant de nombres entiers, mais que ça voulait dire, on peut aussi l'exprimer à l'aide des fractions. Ça veut dire qu'on peut représenter l'équation comme étant 1 mol de N2O4 réagit pour former 2 mols de NO2. Mais ça, c'est équivalent à dire qu'une demi-mol de N2O4 va donner 1 mol de NO2. Donc, les deux, d'après ce qu'on a vu à la dernière unité, sont équivalentes et veulent dire la même chose. Ça garde les mêmes proportions.
de mode réactif par rapport au mode de produit. Par contre, ça va avoir une influence aussi sur comment on calcule les constantes d'équilibre de chacune des réactions. Donc ici, si on regarde l'équation de notre constante d'équilibre lorsque les coefficients sont des nombres entiers, on a cette expression-ci. Par contre, quand ça a des nombres qui sont des fractions, maintenant notre constante d'équilibre va être différente. Notre calcul de constante d'équilibre va être différent parce qu'au lieu d'avoir n au 2 exposant 2 divisé par n2 au 4 exposant 1, tu as maintenant n au 2 exposant 1 divisé par n2 au 4 exposant 1/2. Puis exposant 1/2, ça va donner racine carrée. Donc la constante d'équilibre de cette équation-ci, de cette réaction-ci, va être égale à la racine carrée de la constante d'équilibre de la même équation, mais où on utilise des nombres entiers. C'est-à-dire que la constante d'équilibre va dépendre non seulement du sens dans lequel la réaction est écrite, mais aussi des coefficients qui sont placés devant. Et va changer et va être différente à chaque fois. Il y a un lien entre la constante d'équilibre et la cinétique chimique. Et dans le fond, dans des situations dans lesquelles l'ordre des réactifs de la réaction va être équivalent à leur coefficient, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, on peut dire que la constante de concentration va être égale à la constante de vitesse de la réaction qui est directe. Donc, directe, c'est dans le sens des réactifs vers les produits, divisé par la constante de vitesse de la réaction qui est indirecte, donc des produits vers les réactifs. Mais seulement dans les situations où l'ordre des réactions vont être équivalentes au coefficient de ton équation chimique équilibrée, comme j'ai dit, qui n'est pas toujours le cas. Maintenant, j'aimerais que tout le monde me donne les constantes, l'expression de la constante d'équilibre de ces trois réactions-ci. Donc, allez-y. Donc, ici, je veux que vous me donniez KC ou KP. Juste pour ceux qui n'ont pas écouté la leçon d'hier, je vais vous donner un petit close note. KP, c'est la pression des produits exposant les coefficients divisé par la pression des réactifs exposant les coefficients. Ou on peut l'exprimer dans certaines situations quand c'est une solution aqueuse ou un gaz dans un contenant, la concentration des produits fois leur coefficient divisé par la concentration des réactifs fois leur coefficient. Puis c'est pas la somme, c'est... Quand c'est une multiplication, c'est un produit, right? Merci. Donc, c'est le produit des concentrations des produits exposant leur coefficient. Donc, ici, ce n'est pas des sommes, c'est des multiplications qu'il faut faire pour chacun des réactifs ou des produits. Donc, je vais vous laisser le faire, puis après ça, on va vérifier. S'il y a plusieurs coefficients, c'est S'il y a plusieurs coefficients, ben, chaque coefficient est associé à un des produits. C'est comme, donc ça va être le produit 1, exposant son coefficient, fois produit 2, exposant son coefficient. Donc ici, puisqu'il n'y a pas de solution aqueuse, vous pouvez l'exprimer avec KP ou KC. Puis je ne vous donne pas de pression ni de concentration, donc on ne sait pas laquelle utiliser. Donc, ce n'est pas important si vous utilisez KP ou KC dans cette situation-ci. Ça devrait être équivalent au niveau de coût de place
les réactifs des produits et quels sont leurs exposants. C'est ça. Ici, on veut juste écrire l'expression. Ouais. C'est vrai, il n'y a pas de valeur. Oh! Non, ici, c'est juste donner l'expression. Right? Comme... Pour l'instant, c'est bon aussi. C'est quand même une multiplication des réactifs. Donc, il faut que... OK. Donc, voici ce que vous êtes supposé d'avoir obtenu. J'ai utilisé juste l'expression de casser plutôt que copier pour les trois, mais j'ai montré à la fin à quoi ça devrait ressembler si c'était copier pour le troisième. Dans le fond, c'est pas mal pareil, c'est juste qu'au lieu d'utiliser les concentrations, tu utilises la pression, puis j'utilise le symbole P pour exprimer la pression. Pour la concentration, remarquez que je mets des crochets. Ça, c'est un symbole qui, dans le fond, est utilisé quand on utilise la concentration. Donc, les crochets indiquent qu'on parle de la concentration de NH2. Donc, ce n'est pas des parenthèses, c'est vraiment des crochets. Ici, j'ai utilisé des parenthèses juste pour être capable de vraiment bien délimiter chacun. Et j'en ai besoin naturellement quand c'est exposant 3. Donc, ici, on peut voir que c'est la concentration des produits exposant leur coefficient. Donc, 4, 6. C'est multiplié l'un à l'autre ici au numérateur. Au dénominateur, c'est les produits exposant leur coefficient, puis multipliés l'un à l'autre. Donc, ça, c'est comme ça qu'on va évaluer et comment on va exprimer les constantes d'équilibre, ici à l'aide de la concentration, mais aussi de la pression, parce que les gaz peuvent être exprimés
selon leur pression ou leur concentration. Maintenant, on va maintenant passer à quelque chose d'un petit peu de différent. On va parler du quotient réactionnel. Donc, le quotient réactionnel, QC, ça va être l'expression qu'on va donner lorsqu'on est en train d'essayer, lorsqu'on vous donne une des valeurs initiales de tes réactifs et de tes produits d'une réaction qui est à l'équilibre. L'objectif de faire le KC ou le quotient réactionnel, c'est de comparer le quotient réactionnel à la constante d'équilibre de la réaction à une température donnée. Pour être capable de dire si la réaction est à l'équilibre ou s'il y a trop de réactifs ou s'il y a trop de produits avant d'atteindre l'équilibre. C'est-à-dire que pour les constantes d'équilibre KC et KP, pour l'utiliser, il faut qu'on te donne les concentrations et les pressions à l'équilibre. Donc, au moment où la réaction se trouve à l'équilibre à une température donnée. Par contre, quand on fait une réaction chimique qui implique des réactions à l'équilibre, généralement, on ne va pas mettre initialement les concentrations à l'équilibre. On va mettre des concentrations qu'on utilise au départ, et quand tu vas mélanger les réactifs ensemble, ils vont réagir et progressivement atteindre le point d'équilibre et les concentrations qui sont à l'équilibre. Ça veut dire qu'on va se servir ici du KC pour savoir où est l'équilibre ou où est-ce qu'on est par rapport à cette valeur d'équilibre. Le quotient réactionnel se calcule de la même façon que la constante d'équilibre et l'expression est très similaire et s'écrit de la même façon. La seule différence, c'est qu'au lieu d'utiliser des concentrations qui sont à l'équilibre de tes réactifs et de tes produits, tu vas utiliser des concentrations initiales avant d'atteindre l'équilibre de tes réactifs et de tes produits. Et c'est pour ça qu'on indique ici en bas en indice, à côté de ton crochet, un 0 pour dire que c'est au temps t égale à 0 de ta réaction. Donc, au début, avant même que tu fasses réagir tes réactifs ensemble. C'est-à-dire que si j'ai une équation de la forme A, B, B donne C, C et D, D, c'est une réaction à l'équilibre. Je le sais parce qu'on a la double flèche qui indique que la réaction, c'est une réaction à l'équilibre qui peut aller dans les deux sens. On va exprimer le quotient réactionnel de la même façon que la constante d'équilibre, où on va utiliser les concentrations ou les pressions initiales de tes produits, exposant leurs coefficients, divisé par les concentrations initiales, donc c'est pour ça que c'est 0 ici, de tes réactifs, exposant leurs coefficients. Et ensuite, après avoir fait ça, on doit le comparer à la valeur de la constante d'équilibre à la température où tu fais l'expérience. Si le quotient réactionnel est plus petit que la constante d'équilibre, ça veut dire que, la réaction n'est pas à l'équilibre. On n'a pas encore atteint l'équilibre. Et ça nous indique aussi que la quantité de produit est trop faible. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le savoir? Bien, si on revient en arrière et on regarde notre équation. Pour que ça soit plus petit que KC, donc KC, on sait que KC va être la concentration à l'équilibre de tes réactifs, ou de tes produits plutôt, divisé par la concentration à l'équilibre de tes réactifs. Donc, la différence entre ces concentrations et celles-ci, c'est que ça, c'est des concentrations initiales qui ne sont pas les mêmes qu'à l'équilibre, tandis que celles-ci sont à l'équilibre. Pour que le quotient réactionnel soit plus petit que la constante d'équilibre, il faut que le numérateur, donc la valeur ici, comparée à celle-ci, soit plus petite, ou plutôt l'inverse, plus petite. Tu as besoin d'avoir moins de produits ici, non, plutôt ici, c'est l'inverse. Tu as besoin d'avoir moins de produits ici par rapport au réactif que là par rapport au réactif pour que toute cette expression soit plus petite que celle-ci. Ça veut dire que si on regarde notre équation qui est ici, il n'y a pas assez de produits. On n'a pas encore atteint l'équilibre. Et donc, la réaction devrait aller dans ce sens-là et favoriser la production de produits pour atteindre l'équilibre. Pour augmenter la concentration des produits, diminuer la concentration des réactifs pour éventuellement arriver aux concentrations à l'équilibre. Par contre, si le quotient réactionnel est égal à la constante d'équilibre,
Ça veut dire qu'on a atteint l'équilibre. C'est-à-dire que si initialement tu mets la bonne quantité de réactifs et de produits pour que le quotient réactionnel soit le même que la constante d'équilibre, tu sais que tu es à l'équilibre et que les concentrations sont égales. Par contre, si on a un quotient réactionnel qui est plus grand que la constante d'équilibre, ça veut dire qu'on a plus de produits que ici et on a moins de réactifs que là. Ça veut dire qu'on a trop de produits. Donc, je vais juste mettre trop de produits. Si on a trop de produits, ça veut dire que la réaction doit aller évoluer dans le sens pour prendre des produits et les reconvertir en réactifs pour revenir à l'équilibre et avoir les mêmes valeurs de la constante d'équilibre ici. Et donc, cette réaction, 1, elle n'est pas à l'équilibre, et 2, parce qu'il y a trop de produits, l'excès de produits va réagir pour pouvoir former des nouveaux réactifs pour revenir à une valeur de tes concentrations de réactifs et de tes produits à l'équilibre. C'est-à-dire que si on regarde un problème où on va nous poser cette question-là, pour la réaction suivante, à une certaine température, 127 degrés Celsius, la valeur de la constante d'équilibre est de 2,63 fois 10 exposant moins 5. Donc ici, on te donne Kc, 2,63 fois 10 exposant moins 5. Je sais que c'est Kc parce qu'on va utiliser des concentrations plutôt que des pressions dans cette situation-ci. Prédit le sens du déplacement de la réaction. Donc, est-ce qu'il va aller vers les réactifs ou vers les produits pour atteindre l'équilibre? Voici notre réaction, qui est une réaction qui est à l'équilibre à cause de ta double flèche. On nous donne les concentrations, puis ici, ce n'est pas les concentrations à l'équilibre, on te donne les concentrations initiales. Ça, c'est indiqué par l'indice 0. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est de donner le quotient réactionnel. Ça va être la concentration du produit, NH3 exposant 2, divisé par la concentration des réactifs, exposant leur coefficient. Donc ici, ça va être 7,2 fois 10 exposant moins 3 exposant 2, divisé par 4,35 fois 10 exposant moins 4, fois 6,7 fois 10 exposant moins 1, le tout exposant 3. Si je fais mon calcul, 7,22 exposant moins 3, le tout exposant 2, divisé par 4,35 exposant moins 4, fois 6,7 exposant moins 1, exposant 3, ça va nous donner 0,398. Moi, j'ai fait une erreur de calcul, mais je crois que c'est ça. Donc, si on regarde le quotient réactionnel et on le compare à notre constante d'équilibre, parce qu'ici, il faut faire une comparaison pour voir, est-ce que ça a atteint l'équilibre? On peut déjà savoir qu'avec les concentrations initiales, on n'est pas à l'équilibre. Parce que le quotient réactionnel n'est pas égal à la constante d'équilibre. Donc, on n'est pas à l'équilibre. Maintenant, il faut comparer. Ici, 2,63 fois 10 exposant moins 5, c'est 0,0000263. Donc, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc, ici, on peut dire que QC est plus grand que KC. Le fait que c'est plus grand que KC, ça veut dire qu'on a plus de produits de la réaction qu'on devrait avoir à l'équilibre. Donc, on a trop de produits. Ça veut dire que la réaction va donc être dans le sens des réactifs. Donc ici, la réaction va évoluer dans ce sens-là.
Parce que ça va prendre l'excès de produit et le reconvertir en une certaine quantité de réactifs pour à la fois diminuer la quantité de produit et augmenter la concentration des réactifs, ce qui va rapprocher nos concentrations jusqu'à temps qu'elles atteignent les concentrations à l'équilibre. Parce que si on a trop de produits, ça veut dire qu'on n'a pas assez de réactifs. Et donc, la réaction va évoluer dans le sens qui va aller vers les réactifs. Ici, ça va être le sens qui est indirect. Le sens indirect. Direct, c'est des réactifs vers les produits. Indirect, c'est des produits vers les réactifs. Donc, faites le prochain. Remarquez qu'on vous donne l'équation. On vous donne la constante d'équilibre. On vous donne les concentrations qui sont des concentrations initiales. Même si on ne te dit pas que c'est des concentrations initiales, ici, on va les utiliser comme c'est des concentrations initiales, okay, pour l'utiliser pour comparer avec la constante d'équilibre. Donc, l'objectif, c'est est-ce que ces concentrations sont à l'équilibre? Est-ce que la réaction est rendue au point d'équilibre lorsqu'on fait l'expérience? Donc, on va considérer que c'est des concentrations initiales pour être capable de les comparer. OK.
Voici ce que vous êtes supposé d'avoir obtenu. Donc, le quotient réactionnel était de 2,0 fois 10 exposant moins 20. Moins 10 exposant moins 20, c'est plus grand que 10 exposant moins 34. C'est-à-dire que le quotient réactionnel est plus grand que la constante d'équilibre. Ça veut dire qu'il y a trop de produits. Donc, la réaction va se dérouler dans le sens indirect pour atteindre l'équilibre. Okay? Donc, ça va aller dans ce sens-là pour utiliser l'excès de réactifs et former davantage de produits, utiliser l'excès de produits pour donner davantage de réactifs, ce qui va faire revenir l'équilibre ou les concentrations à celle de l'équilibre jusqu'à temps que ça atteigne l'équilibre, naturellement. La dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment calculer les concentrations à l'équilibre à partir des concentrations initiales des réactifs et à partir de la constante d'équilibre. Donc ici, il faut connaître la constante d'équilibre à une température donnée et il faut la concentration initiale des réactifs. Pour être capable de faire ça, vous allez probablement devoir utiliser l'équation quadratique parce que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir une valeur X qui est ton inconnu. Donc ça, c'est la concentration de réactifs qui a réagi pour atteindre l'équilibre et ça équivaut aussi à la concentration de produits qui a été formé pour atteindre l'équilibre. Et tu vas te retrouver donc dans une situation, dans certains cas, où tu vas avoir là une formule de la forme A au carré plus B au carré plus C donne 0, où tu dois trouver la valeur de X. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser cette formule quadratique et comment est-ce qu'on peut résoudre un problème où on vous demande de déterminer la valeur de la concentration à l'équilibre à partir des concentrations initiales et de la constante d'équilibre. Je vais me déplacer au tableau blanc parce que ça prend beaucoup de place, ce calcul. Bon. Est-ce qu'on voit le tableau? OK. Parfait. Je vais prendre du brun. Donc, ici, on a dit, là, on place un mélange de 0,5 mol d'hydrogène et 0,5 mol d'iode dans un récipient de 1 litre, qui est en acier inoxydable. Ça, c'est de l'information supplémentaire qui n'est peut-être pas nécessaire à utiliser, et à une température de 430 degrés. Donc, même si on nous donne la température, ici, on ne va pas l'utiliser dans nos calculs, c'est juste pour dire que la constante d'équilibre dépend de la température. Calculer la concentration de H2, I2 et HI, ici, je ne sais pas pourquoi il est en indice, c'est juste un typo, mais c'est HI, à l'équilibre de cette réaction, si la constante d'équilibre cassée de 54,3. Je lis trop vite des fois. Donc, on te dit que cassé est égal à 54,3. On te dit aussi que la réaction, ça va être H2 plus I2 donne HI. Il faut que cette réaction soit équilibrée et il faut que les états, naturellement, on prenne compte de ça. Et on voit qu'ils sont à l'état gazeux, donc on sait qu'ils vont compter dans le calcul de la constante d'équilibre. Ils vont être inclus dans l'expression. Donc ici, une des choses qu'il faut réaliser, c'est que pour être capable de faire ceci, on doit utiliser notre formule qui est Kc égale à la concentration de ton produit, exposant son coefficient, divisé par la concentration de tes réactifs, exposant leur coefficient. Ça veut dire qu'on doit utiliser des valeurs de concentration. Quand on regarde l'énoncé, on vous donne le nombre de moles et le volume. Donc ici, on vous dit que pour le nombre de moles de H2, c'est 0,500 moles. Pour le nombre de moles de I2, initialement, donc ici c'est initial, je vais mettre 0. OK. 0,500 moles. Et on vous dit que le volume du contenant est de 1 litre. Donc ici, il faut utiliser des concentrations pour faire ces calculs-ci et pas juste reprendre le nombre de moles. Ça tombe bien dans cet énoncé. Le nombre de moles est équivalent à la concentration, mais ça, c'est seulement parce que le volume, c'est 1 litre. Parce qu'on sait que la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume, puis 0,5 divisé par 1, ça donne la même chose que 0,5.
Mais dans certains énoncés, au lieu de donner un volume de 1 litre, on peut vous donner 3 litres, on peut vous donner 5 litres, ou 10 litres, ou 0,5 litres. Donc, c'est important de faire attention de convertir ces valeurs-ci, si on vous donne juste le nombre de moles, en une concentration. Maintenant, pour résoudre ce problème, il faut aussi faire un tableau IRE. Okay? I pour initial. Donc, initialement, au début de la réaction, quelles sont les concentrations de nos réactifs et nos produits? La concentration de H2 est de 0,500 moles par litre. La concentration de I2 au début de ta réaction est aussi de 5,00 moles par litre. Donnez-moi une seconde, je vais fermer la porte. OK. Mais au début de la réaction, on n'a pas ajouté de produit. Il n'y en a pas de produit. On a juste mélangé des réactifs ensemble. C'est-à-dire qu'initialement, la concentration de HI est de 0. Ensuite, lors de la réaction, qu'est-ce qui se produit? On sait que, normalement, quand tu n'as pas une réaction à l'équilibre, si tes réactifs sont en proportion stoichiométrique, ce qu'ils sont ici, tous les réactifs vont réagir pour donner la quantité maximale de produit que tu peux obtenir. Donc, 1 mol de H2 réagit avec 1 mol de I2 pour donner 2 mols de HI. Mais, parce que ceci est une réaction à l'équilibre, on sait que pas toutes les réactifs vont réagir et ne vont pas former la quantité maximale de produit, même s'ils sont en proportion stoichiométrique. Parce que à partir du moment du point d'équilibre ou des concentrations à l'équilibre, la réaction va évoluer dans le sens inverse. Mais on sait donc que pendant la réaction, une certaine quantité de moles de ce réactif va réagir, une certaine quantité de moles de ce réactif va réagir pour produire une certaine quantité de moles de produit. Remarquez comment je me suis servi des coefficients. Parce qu'à chaque mol de H2 qui réagit, tu produis 2 mols de HI d'après le coefficient stoichiométrique. Donc, si 1 réagit, 2 va être produit. Mais on ne sait pas c'est quoi la quantité de réactif qui va réagir pour atteindre l'équilibre. Mais on sait qu'à l'équilibre, on devrait avoir des concentrations qui vont équivaloir à la concentration initiale, moins la quantité qui a réagi. Concentration initiale, moins la quantité qui a réagi. Et donc, à la fin, on va avoir produit une certaine quantité. Mais on ne sait pas c'est quoi. Mais non, ça, c'est la même chose que dire 2x. Okay? Donc, je n'ai pas besoin de mettre 0 plus 2x. On sait qu'à l'équilibre, la constante d'équilibre, je vais peut-être faire plus de place, KC, a cette expression-ci. C'est la concentration de HI à l'équilibre divisé par la concentration de H2 à l'équilibre fois la concentration de I2 à l'équilibre. On connaît le KC. KC, c'est 54,3. La concentration à l'équilibre de ton produit, c'est 2x, et on sait qu'on doit le donner exposant 2. Parce qu'on a la concentration à l'équilibre, exposant 2. Divisé par la concentration d'un réactif fois la concentration de l'autre réactif. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver x? Bien, il faut qu'on développe. 2x exposant 2, ça donne 4x exposant 2. Divisé par ici, donc 0,5 fois 0,5, ça donne 0,25. Right? Plus, ici, 0,5, donc moins 0,500x, moins 0,500x, plus x au carré.
Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste développé ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, puis là, ça fois ça. Quand j'ai des doutes, c'est mieux de vérifier. Donc maintenant, si on continue à développer, 54,3 égale à 4x au carré, divisé par, ici on peut dire x au carré, moins 1,00x plus 0,25. Parce que j'ai pris ça et je les ai juste mis ensemble. Puis 0,5 moins 0,5, moins 0,5 moins 0,5, ça donne moins 1. Maintenant, ça veut dire que 54,3 fois x au carré moins 1,00x plus 0,25 est égal à 4x au carré. Donc, ça donne 54,3x au carré moins 54,3x plus 54,3 fois 0,25. Ça veut dire 13,575 égale à 4x au carré. Est-ce qu'on le voit encore? On va le baisser. J'ai de la difficulté à voir si on le voit. OK. Et à la fin, ça fait, si on fait une soustraction, ça fait 54,3 x au carré moins 4x au carré moins 54,3x plus 13,575 égale à 0. Donc, ça donne 50,3 x au carré moins 54,3 plus 13,575 égale à 0. Donc là, maintenant, tu as ton expression qui te donne a au carré plus b au carré plus c égale à 0. Et donc, tu sais que tu peux utiliser ton équation, ta formule quadratique. Donc, si on utilise la formule quadratique, on sait que x est égal à moins b plus moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Donc ici, rappelez-vous que si c'est plus moins, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses les deux calculs. Donc, x va nous donner, si on fait moins b, ça va donner moins 54,3. C'est important que c'est un moins. Et se rappeler que b, c'est moins 54,3. Plus moins racine carrée de moins 54,3 au carré, moins 4 fois a qui est 50,3 fois c 13,575 divisé par 2 fois 50,3. Maintenant, j'ai déjà fait ce calcul-là à l'avance, donc au lieu de le faire avec ma calculatrice qui prend beaucoup de temps, j'ai déjà la réponse écrite. Ça me donne deux possibilités de x. Donc, tu as x qui peut être égal à 0,6859 ou x égale à 0,3936. Maintenant, x, c'est une concentration qui a réagi et qui a été transformée. Si on regarde les deux valeurs de x, il y en a juste une qui est possible dans notre situation et notre scénario. J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour regarder les deux possibilités et d'essayer d'identifier lequel est impossible. Puis je vais vous demander de vous donner votre choix avec vos doigts. Lequel des deux est impossible étant donné le contexte et la situation actuelle? Il y en a un qui est impossible.
Oh. Tu l'as. I did it. Wow. I should have been. Yeah. No, it's good seeing you. Yeah, really. Oh. Oh. I didn't see that. C'est somewhere that about. OK. La réponse, c'est que celle-ci est impossible. Maintenant, pourquoi elle est impossible? X, c'est la concentration, donc la quantité de réactifs qui a réagi pour donner une certaine quantité de produit. 0,6859. Si on revient ici, pour que celle-ci soit possible, il faut que tu aies au moins 0,6859 mol par litre de réactif. Mais tu n'en as pas. Tu peux pas utiliser plus de réactifs que tu en as. C'est impossible. Donc, celle-ci est impossible, ce qui veut dire que ça, c'est la concentration de réactifs qui ont réagi pour former une certaine quantité de produit. Maintenant, ça va nous permettre de déterminer les concentrations à l'équilibre. Donc, la concentration à l'équilibre, je crois que je vais juste effacer un petit peu mon tableau en haut à droite pour qu'on le voit mieux qu'en bas. En haut à gauche plutôt qu'en bas à droite. Je suis vraiment pas bonne avec ma droite et ma gauche, mais c'est correct. On peut déterminer les concentrations à l'équilibre et dire que la concentration de H2 à l'équilibre, on sait qu'elle va être aussi égale à la concentration de I2 à l'équilibre et elle va être égale à 0,500, concentration initiale, moins la concentration qui a réagi. Ça nous donne 0,1064. 0,1064 mol par litre. Et la concentration à l'équilibre de HI va être égale à 2X. Donc, ça va être 2 fois la valeur de X, qui est de 0,3936. Donc, ça va nous donner 0,7872. 0,7872 mol par litre. C'est-à-dire qu'à l'équilibre ici, on sait il nous reste 1,1064 mol par litre. Même chose ici, 0,1064 mol par litre. Et à l'équilibre, on a 0,7872 mol par litre. Parfait. Donc, naturellement, c'est pas mal procédural comment est-ce qu'on détermine les concentrations à l'équilibre à partir des concentrations initiales et de la constante d'équilibre. Il ne faut juste pas oublier qu'à la fin, parce que vous utilisez l'équation quadratique, vous allez vous retrouver avec 2 valeurs de X. Il faut en éliminer une, puis il y a toujours une qui est impossible, okay, pour une raison ou une autre. Maintenant, j'aimerais ça que vous essayiez de faire le prochain exercice. Celle-ci, par vous-même. Donc ici, on vous dit, on mélange, pour la synthèse du fluorure d'hydrogène, on mélange 3 mol de H2, 6 mol de F2 dans un ballon de 3 litres. La constante d'équilibre, c'est 115. Calculez la concentration de H2, F2 et HF. J'aimerais vous rappeler que pour être capable de faire le tableau IRE, tu as besoin d'une équation chimique équilibrée. Donc, il faut que tu trouves l'équation chimique équilibrée de la synthèse du fluorure d'hydrogène. Puisque c'est une synthèse, tu sais que c'est un produit, 2 réactifs, qui sont les 2 réactifs qu'on te donne. Donc, allez-y.
R, c'est pendant la réaction. Donc, I, c'est initial, R, réaction, E, équipe. Ah, je vais tomber un. La concentration du fluor, c'est pas un.
Relax. Fatigué. Non, c'est là. X1, c'est pas ça. Oh, t'as dit c'est molle, il fallait qu'on s'en fasse. Puis, comme j'avais dit, c'est vraiment important que tu prennes les concentrations ici, puis ici, on t'a donné le molle, puis le phonème. C'est correct. Une raison pour je voulais vous fassiez ça, je pense. Oui. Yep. Oh. Non, mais c'est bon pour l'instant. Non, tu l'as? Non. Hein? Ça vient juste regarder ce que c'est. On t'a copié. Moi, j'ai même pas Ah! Ah, tu regardes. OK, parfait. Donc, je sais que vous n'avez pas tout terminé, mais je vais vous donner la réponse finale. J'ai la procédure si vous n'avez pas eu la bonne réponse, puis on peut aller à travers avec vous si vous voulez, mais juste un à un plutôt que de le faire en salle de classe pour tout le monde.
Donc, ici, à la fin, après avoir trouvé la formule quadratique, vous êtes supposé d'avoir obtenu deux valeurs de x, 2,1397 ou 0,9684. Celle qui est impossible, c'est la première, parce que les concentrations d'hydrogène devraient être 1 mol par litre, parce que c'est 3 mols divisé par 3 litres. Et la concentration initiale de fluor, c'est 6 mols par litre. Donc, 6, non, c'est pas 6 mols par litre, c'est 3 mols par 2 mols par litre. Parce que 6 divisé par 3 va donner 2. Okay? Donc, c'est important de convertir les mols en concentration en divisant par le volume. Et donc, on n'a pas assez des deux, ou au moins un des deux, réactifs pour pouvoir utiliser ces 2,1397 mols. Donc, cela est impossible. Ça veut dire que la valeur de X est 0,9684 mols. Et là, après ça, la prochaine étape, c'est de déterminer les concentrations à l'équilibre. On sait qu'à l'équilibre, avant l'équilibre, initialement, le fluor et l'hydrogène. Oups, j'ai fait une erreur de calcul ici. Oups, je viens de le réaliser. Donc, ignorer ce que j'ai fait ici. Donc, ici, ça serait ton hydrogène H2. Maintenant, la concentration du fluor, donc HF2 à l'équilibre, ça devrait donner 2,0 moins 0,9684, ce qui va nous donner 1,0316, puis ici, il faut qu'on mette ça avec des chiffres significatifs, 1,0 mol par litre. Donc, ça serait nos valeurs qu'on devrait obtenir des concentrations à l'équilibre. On a pris les concentrations initiales des réactifs moins la valeur de X, qui est la quantité de réactifs qui a réagi, pour trouver leur concentration à l'équilibre. Et on sait que d'après l'équation chimique équilibrée, 1 mol de F2 réagit avec 1 mol de H2 pour ne pas dire 2 mol de HF. Donc, ça veut dire que c'est 2 fois la concentration de réactifs qui a réagi, qui va donner notre concentration à l'équilibre de notre produit. Donc, naturellement, j'ai été trop vite. J'ai comme oublié complètement qu'ils n'étaient pas à la même concentration. Mais c'est une erreur que j'ai rapidement réalisée quand je parlais. Donc, ça, c'est les réponses que vous devriez avoir obtenues pour cette question. Si jamais vous n'avez pas ces réponses-là, venez me voir. Je vais regarder ce que vous avez fait. Puis, j'ai aussi la procédure au complet sur une feuille si vous voulez la regarder. Donc, en ce moment, la leçon est terminée. Vous pouvez aller prendre une pause. Après la pause, on va écouter une partie du concert. Puis après ça, on va jouer le jeu pour 2 semaines. 2 semaines. Regarde, Nicolas, on ne peut pas se permettre de perdre une semaine de plus. Donc, même si c'est 2 semaines, je vais continuer à mettre des leçons à partir de 2 semaines. OK, passez une bonne journée tout le monde en ligne et joyeux Noël. Bonnes vacances. Joyeux Noël, madame. Bonne journée. Bye. Bonne journée, madame. Bye, Kaden.